Il a perdu son boulot alors que sa fille dormait dans ses bras. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qui observait depuis l'ombre était sur le point de tout changer. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire. Où es-tu en train de regarder ça? Le bureau sentait le café brûlé et le caoutchouc usé, une odeur à la fois familière et étouffante. Michael Turner se tenait juste à l'intérieur de la porte, les bottes humides à cause de la neige fondue, sa veste de travail collée à la chaleur d'un corps qui n'avait pas eu de pause digne de ce nom depuis des heures. Emily était blottie contre son épaule, ses petits bras enroulés autour de son cou, son souffle doux réchauffant le côté de sa mâchoire tandis qu'elle somnolait, complètement inconsciente du fait que le monde de son père était sur le point de basculer. Rick Dalton n'a même pas levé les yeux de son bureau lorsqu'il a parlé. « Tu es encore en retard. » Michael déplaça doucement Emily, ajustant son poids. « Je sais. Je suis désolé. Sa babysitter a annulé. Elle ne se sent pas très bien. » Rick leva la main pour l'interrompre. « On en a déjà parlé, Mike. Tu es un excellent mécanicien. Mais cet endroit ne fonctionne pas à la bonne volonté. Il fonctionne avec des délais, des échéances et en se présentant quand on est censé le faire. » Michael ouvrit la bouche, puis la referma. Il aurait pu dire plein de choses. Qu'il avait fait des heures supplémentaires gratuites la semaine dernière. Qu'il était resté tard pour finir ce travail de transmission que personne d'autre ne voulait faire. Qu'il ne s'était jamais plaint, pas une seule fois. Ni quand les salaires étaient réduits, ni quand les pièces étaient en retard. Mais tout ça n'aurait servi à rien. Rick n'était pas là pour écouter des explications. Il était là pour mettre un terme à la situation. « Je suis désolé », a dit Rick, levant enfin les yeux. Son ton ne correspondait pas à ses mots. « On doit te licencier. » Michael a cligné des yeux. Il lui a fallu une seconde pour comprendre. « Tu me vires alors que je tiens mon enfant dans les bras. » Rick a regardé derrière lui, déjà prêt à mettre fin à la conversation. « Range tes outils avant la fin de la journée. » Michael déglutit péniblement, la gorge brûlante. Emily remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Il se retourna, la mâchoire serrée, et traversa le garage sans un mot. Les autres détournèrent le regard, gênés et coupables, lorsqu'il passa devant eux. Personne ne dit rien. Dehors, des flocons de neige virevoltaient dans la lumière du matin. De l'autre côté de la rue, garé juste après le coin, un SUV noir tournait doucement au ralenti. La femme à l'intérieur se pencha légèrement en avant, regardant l'homme avec l'enfant dans ses bras disparaître dans le froid. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais quelque chose dans sa façon de marcher avec dignité, même dans la défaite, la poussa à appuyer ses doigts contre la vitre et à murmurer « Qui es-tu » Harper Bennett était assise au volant de son SUV, le moteur tournant doucement et régulièrement, le cuir chauffé ne parvenant pas à dissiper le malaise qui lui nouait la poitrine. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter ici, ni de voir quoi que ce soit. Elle était censée être en route pour l'aéroport, pour une autre réunion avec des investisseurs, un autre sourire hypocrite, une autre salle de réunion remplie d'hommes qui l'appelaient « petite », tout en lui demandant sa signature. Mais elle avait pris un mauvais virage. Ou peut-être que ce n'était pas un mauvais virage. À travers le pare-brise, elle avait vu un homme sortir du bâtiment avec un enfant dans les bras. Au début, elle avait trouvé ça mignon, un père ouvrier qui venait chercher sa fille après le boulot. Mais ensuite, elle avait vu son expression, ni pressée, ni fatiguée, vide, une sorte de calme qui criait. Il n'avait pas claqué la porte derrière lui. Il n'a pas crié, ni secoué la tête, ni fait les 100 pas comme l'aurait fait son frère Richard. Il a juste marché d'un pas régulier, comme s'il avait l'habitude de porter le poids du monde dans un bras et un enfant endormi dans l'autre. Harper s'est penché plus près, appuyant son coude contre la vitre. Son souffle a embué la vitre tandis que l'homme enjambait prudemment un banc de neige, ajustant le petit bonnet rose de la fillette pour qu'il couvre ses oreilles. Son manteau était trop fin pour ce temps. Les bottes de l'enfant semblaient usées au niveau des semelles. Elle aurait dû partir. Elle ne connaissait pas cet homme, et il ne la connaissait pas. Mais quelque chose en lui la retenait sur place. Il y avait quelque chose de familier dans son calme, pas dans ses origines, mais dans ce qu'il portait. Harper avait tout sur le papier, un bureau d'angle, un fonds de fiduciaire, un nom de famille qui lui ouvrait des portes. Mais elle n'avait pas vu quelqu'un se soucier autant, avec si peu depuis longtemps, et elle ne pouvait pas détourner le regard.
L'homme disparut au coin de la rue. Harper ne bougea toujours pas. Elle fixait l'endroit où il se trouvait quelques instants auparavant, les doigts gelés sur le volant. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire ensuite. Mais pour la première fois depuis des mois, elle voulait faire quelque chose qui ne faisait pas partie de son programme, quelque chose d'humain. La neige craquait sous les bottes de Michael, un rythme régulier qui rompait le silence entre les immeubles et les feux de circulation clignotants. La tête d'Emily reposait sur son épaule, son souffle chaud contre son cou. Ses petits doigts s'agrippaient au tissu de sa veste, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Elle dormait toujours, inconsciente du fait que tout venait de s'écrouler. Il ajusta légèrement son poids, en faisant attention de ne pas trop la secouer. Le sac à dos en bandoulière sur son autre épaule rebondissait à chaque pas, rempli de ses crayons de couleur, de ses devoirs et du sandwich au beurre de cacahuète qu'elle n'avait pas touché. Son propre estomac était vide depuis le petit déjeuner, mais la faim n'était pas la douleur la plus intense aujourd'hui. Le froid lui mordait les oreilles, le vent s'engouffrait dans le col de son manteau. Mais Michael ne le sentait presque pas. Tout ce qu'il ressentait, c'était la pression qui montait derrière ses yeux et la douleur brûlante dans ses jambes alors qu'il marchait péniblement dans la neige. Il n'avait pas d'essence pour les ramener à la maison. Et même s'il en avait eu, il ne voulait pas qu'Emily se réveille dans une voiture qui ne pouvait pas se permettre d'être chauffée. Il passa devant des magasins fermés et des restaurants calmes, dont les fenêtres brillaient d'une lumière dorée à l'intérieur. Des familles étaient assises derrière les vitres et rigolaient. Des gens qui avaient un boulot, des projets. Il essayait de ne pas leur en vouloir. Ce n'était pas eux le problème. La vie avait juste ses favoris. « Tout ira bien », murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. « Je trouverai une solution. Je trouve toujours. » Emily remua et marmonna quelque chose dans son sommeil. Il embrassa le sommet de sa tête et continua à marcher, essayant de croire à ses propres paroles. Ils arrivèrent à leur immeuble alors que le ciel prenait une teinte violette. Les marches craquaient sous son poids. La porte coinçait, comme d'habitude. À l'intérieur, l'air était stagnant, vicié. Il retira ses bottes et allongea Emily sur le vieux canapé, la couvrant d'une couverture si fine qu'elle pouvait être pliée dans un tiroir. Il regarda autour de lui. La lampe qui clignotait, la facture en retard punaisée sur le frigo, le chauffage au sol qui cliquetait de manière irrégulière. Puis il s'assit à côté d'elle, posa ses coudes sur ses genoux et murmura à nouveau « Tout ira bien ». Mais cette fois, même lui ne savait pas vraiment ce que cela signifiait. Le réfrigérateur ronronnait doucement en arrière-plan, sa surface écaillée recouverte des dessins d'Emily, des bonhommes allumettes se tenant la main, un cœur asymétrique avec le mot « papa » griffonné au crayon violet. Mais Michael ne regardait pas les dessins. Son regard était fixé sur la nouvelle feuille de papier collée juste au-dessus. Une simple note blanche avec des lettres rouges qui semblaient plus fortes que n'importe quel cri. Avis d'expulsion. 10 jours. Dernier avertissement. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une migraine. Il n'avait pas besoin de lire les petits caractères. Il savait déjà ce qu'il disait. Loyer impayé. Prolongation répétée. La compassion du propriétaire avait fini par s'épuiser. Et maintenant, le compte à rebours avait commencé. Michael se frotta le visage, la barbe naissante lui écorchant la paume. 10 jours. 10 jours pour trouver un nouveau boulot, rembourser le loyer et convaincre quelqu'un, n'importe qui, qu'il valait encore la peine de parier sur lui. Tout en s'assurant qu'Emily ait des vêtements propres, de quoi manger et qu'elle ne se rende pas compte que le monde sous ses pieds s'écroulait. Derrière lui, la douce respiration d'Emily montait et descendait depuis le canapé. Elle dormait encore, blottie contre un oreiller usé, son lapin en peluche serré sous son bras. Il ne voulait pas qu'elle voie ça. Le papier, la peur dans ses yeux, le poids sur ses épaules. Elle croyait à la magie, au zéro. Il n'allait pas détruire ça. Michael retira le papier du frigo, le pliant soigneusement comme si ça pouvait atténuer la douleur. Il le glissa dans le tiroir sous les couverts, juste à côté de la pile de factures non ouvertes et des vieilles recettes de sa grand-mère. Il n'avait jamais le temps de cuisiner. Il ouvrit le frigo, moitié par habitude, moitié par espoir. Il y avait une bouteille de lait qu'il fallait sentir, 3 œufs et le dernier morceau d'un sandwich au fromage fondu qu'Emily n'avait pas fini. Il ferma la porte sans rien prendre. Demain, il recommencerait, appellerait tous les magasins de la ville, proposerait de réparer des trucs pour pas cher,
frapperait aux portes s'il le fallait. Mais ce soir, il s'est juste assis à la table de la cuisine, le regard dans le vide, écoutant le doux ronronnement du frigo et la respiration régulière de la seule chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. La lumière du matin filtrait à travers les stores tordus, projetant de longues rayures sur le sol, où Émilie était assise en tailleur avec du papier de bricolage, de la colle et un air sérieux sur le visage. Michael se frotta les yeux en entrant dans le salon, encore groggy après une nuit d'inquiétude et d'insomnie. Il s'attendait à la routine habituelle. Dessins animés, céréales, chaussettes dépareillées. Mais aujourd'hui, sa fille avait une mission. « Ne regarde pas », dit-elle d'une voix aiguë lorsqu'elle le vit. « Ce n'est pas encore prêt. » Michael leva les mains en signe de reddition, esquissant un sourire fatigué. « D'accord, je ne regarde pas. » Il prépara un café noir et amer, puis s'assit tranquillement sur le bord du canapé, tandis qu'Émilie se penchait sur son projet, la langue tirée en signe de concentration. Des bouts de papier coloré jonchaient le sol autour d'elle, et un pot en plastique, du genre de ceux qui contiennent des bretzels au beurre de cacahuète, trônait au milieu. Finalement, elle se leva, les yeux écarquillés d'excitation, et présenta le bocal comme s'il contenait un trésor. « Voici », annonça-t-elle, « ton bocal à tâche. » Michael cligna des yeux. « Mon quoi ?» Elle sourit. « Je l'ai fait pour toi. Chaque fois que tu te sens triste ou que tu ne sais pas quoi faire, tu tires une tache du bocal. Il y en a plein, et l'une d'entre elles finira bien par te convenir. » Il le prit délicatement, le plastique froissant entre ses mains. À l'intérieur, il y avait des dizaines de petits papiers pliés, griffonnés au crayon et au marqueur, chacun étiqueté de son écriture soignée et irrégulière. Mécanicien de course automobile, conducteur de camions de glace, fouilleur d'ossements de dinosaures, super-héros. Michael rit. Un vrai rire, grave et surpris. Ce sont des CV assez impressionnants. Émilie rayonnait. « Quelqu'un doit sûrement avoir besoin de toi, papa. Tu es trop doué pour ne pas être embauché. » Il eut la gorge serrée. Il ne savait pas si c'était à cause des mots ou de la façon dont elle les avait prononcés. Elle était si sûre d'elle, si convaincue, comme si le monde n'avait pas encore pris conscience à quel point son père était formidable. Il tira un bout de papier au hasard. « Réparateur de fusées. Eh bien, dit-il en ébouriffant ses cheveux, je ferais mieux de rafraîchir mes compétences en réparation de vaisseaux spatiaux. » Émilie gloussa et le serra fort dans ses bras, ses petits bras enroulés autour de son cou. Et pour la première fois depuis des jours, Michael eut le sentiment que peut-être, juste peut-être, il n'était pas complètement à court d'options. Le bâtiment Bennett se dressait comme un monument de verre et d'acier représentant tout ce que Harper détestait. Froid, immaculé, intouchable. L'ascenseur sonna lorsqu'elle sortit à l'étage de la direction, ses talons silencieux sur le marbre poli. Elle ne frappa pas. Elle ne frappait jamais. L'assistant de Richard leva à peine les yeux lorsqu'elle passa devant son bureau et poussa la porte. Richard Bennett était assis derrière son immense bureau, faisant défiler quelque chose sur sa tablette, les sourcils froncés comme toujours lorsque les chiffres ne correspondaient pas à ce qu'il voulait. Il ne leva pas les yeux. « Si c'est à propos du dîner annuel du conseil d'administration, j'ai déjà dit à maman que je n'inviterai pas ton coup de cœur du moment, » marmonna-t-il. « Ce n'est pas à propos du dîner, » dit Harper froidement, les bras croisés. Cela le fit s'arrêter. Il leva les yeux, méfiant. « Alors de quoi s'agit-il » ? Michael Turner. Richard cligna des yeux une fois, deux fois. « Qui » ? Le mécanicien. « Tu l'as viré hier ?» Il se pencha en arrière sur sa chaise en soupirant. « Oh, lui !»« Oui, ses retards chroniques. Toujours une excuse. Il amenait son enfant au boulot la moitié du temps. Sympa, mais pas fiable. Tu sais comment ça marche, Harper. » Elle serra les mâchoires. « Je sais comment tu travailles. Mais t'es-tu seulement demandé s'il faisait peut-être de son mieux avec ce qu'il avait ?» Richard ricana. « Cet homme est un handicap ambulant. Tu penses qu'on peut se permettre de garder des mécanos avec des histoires de soba ? On dirige une entreprise, pas un refuge. » Harper s'avança. « Non, tu diriges une entreprise. Moi, je la finance. Et je te dis que ce sont des gens comme Michael qui font tourner cette entreprise, qui font le vrai boulot. » Il roula des yeux. « Et alors, tu veux le réembaucher par pitié ? Écrire un communiqué de presse pour dire que nous sommes la branche caritative de Bennett Auto ? » « Non, dit-elle doucement.
Je pense juste que tu as viré quelqu'un qui vaut plus que tu ne le penses. » Richard se leva et attrapa son blazer. « Écoute, Harper, si tu veux diriger ta fondation, fais-le. Mais ne viens pas débarquer dans mon bureau pour me faire la leçon sur un mécano que tu as vu en allant prendre ton brunch. » Elle le fixa du regard, les yeux fermes. « Peut-être que si tu passais plus de temps avec des gens qui ont de la graisse sous les ongles, tu ne serais pas aussi insensible. » Il ne répondit pas. Et Harper n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et partit, le cœur en feu. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire ensuite, mais elle savait que ça allait avoir de l'importance. Le café était le genre d'endroit que Harper fréquentait quand elle faisait encore semblant d'aimer le réseautage. Du jazz tranquille en fond sonore, une déco minimaliste, des serveurs qui connaissaient son nom mais ne posaient jamais trop de questions. Sa salade intacte se fanait devant elle. Un verre d'eau gazeuse solitaire transpirait sur un dessous de verre. Elle n'était pas là pour manger, pas vraiment. Elle regardait par la fenêtre, observant les gens passer, emmitouflés dans leurs manteaux et marchant d'un pas pressé, leur vie se déroulant dans lignes bien ordonnées. Mais ses pensées tournaient en boucle, accrochées à une image qu'elle ne pouvait pas chasser. Michael Turner, debout dans ce bureau lugubre du garage, tenant sa fille dans ses bras comme si le monde ne venait pas de lui donner un coup de poing dans la figure. Elle l'avait regardé s'éloigner, ses bottes crissant dans la neige, la petite file blottie contre son épaule, comme si elle n'avait même pas besoin d'ouvrir les yeux pour lui faire confiance. Et Harper, depuis la chaleur de son SUV, avait senti quelque chose la tirailler à l'intérieur, quelque chose de vif et d'inconnu, pas de la culpabilité, pas de la pitié, quelque chose qui s'apparentait davantage à de la reconnaissance. Elle prit sa fourchette, piqua un morceau de laitue, puis la reposa. Elle détestait l'espace que cet inconnu occupait dans son esprit. Elle avait déjà vu des centaines d'histoires comme la sienne. Des gens malchanceux, des gens qui avaient du mal à joindre les deux bouts. D'habitude, il ne restait pas dans ses pensées. Mais celui-ci, oui, peut-être était-ce parce qu'il n'avait pas supplié, qu'il n'avait pas regardé en arrière, qu'il ne s'était pas mis en colère, qu'il ne s'était pas effondré. Il avait simplement porté sa fille dehors dans le froid, comme si c'était la seule chose qui comptait. La serveuse s'approcha et lui demanda si elle avait besoin d'autre chose. Harper secoua la tête et lui sourit poliment, disant qu'elle voulait juste l'addition. Quand la femme s'éloigna, Harper sortit son téléphone, ouvrit son application de notes et tapa quelque chose sans réfléchir. Michael Turner, père célibataire, licencié jeudi, fille, 6 ou 7 ans. Calme, fière, honnête. Elle fixa ces mots pendant un long moment, puis elle ajouta une ligne. « Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier ?» Le vent était plus vif ce matin-là, transperçant le manteau en laine de Harper malgré l'écharpe bien serrée autour de son cou. Elle se gara de nouveau en face du garage. Même endroit, même vue. Cette fois, elle ne fit pas semblant que c'était un hasard. Elle s'était dit que c'était juste de la curiosité, qu'elle ne faisait que passer, mais son GPS n'avait pas bugué. Sa voiture n'était pas tombée en panne. Et ce n'était pas un détour. C'était un choix. Le garage semblait plus calme qu'avant. La moitié des baies étaient fermées et les lumières du bureau clignotaient comme si elles rendaient leur dernier souffle. Une pancarte pliante à l'entrée indiquait « Réparation à partir de 20 $, demandait Mike. » On aurait dit un message désespéré écrit au marqueur. Elle observa la scène pendant un moment, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Puis, la porte du bureau s'ouvrit en grinçant et il apparut Michael, vêtu de la même veste usée, les mains tachées de graisse, une clé à molette pendue à sa poche arrière. Il s'agenouilla à côté d'une berline rouillée, serrant quelque chose sous la roue. Puis il sourit légèrement lorsqu'un petit garçon lui tendit un jus de fruits depuis le trottoir. Emily n'était pas avec lui cette fois-ci, mais Harper pouvait encore ressentir l'écho de ce premier moment. Lui la serrant dans ses bras, elle lui faisant confiance. Elle traversa la rue, ses talons crissant sur le trottoir recouvert de sel. Alors qu'elle s'approchait, Michael leva les yeux, plissant les yeux à cause du soleil. Pendant une seconde, il ne la reconnut pas, puis il se leva lentement, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Encore vous, dit-il, prudemment poli. »« Petite ville, » répondit-elle en haussant les épaules. « Difficile de rester anonyme. » Il hocha la tête, mais ne sourit pas. « Je ne vous aurais pas prise pour une habitante du coin. »« Je ne le suis pas, admit-elle, juste curieuse. J'ai vu l'enseigne.
Michael jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ce n'est pas grand-chose. J'essaie juste de rester à flot jusqu'à ce que quelque chose de permanent se présente. Les gens ont toujours besoin d'aide, dit-elle. Ouais, marmonna-t-il, les yeux baissés. Mais ils n'ont pas toujours les moyens de payer. Elle ne dit rien au début. Elle ne voulait pas faire de charité. Elle voulait juste comprendre. Eh bien, dit Harper en prenant un ton désinvolte, si jamais vous voulez réparer quelque chose qui n'est pas en fin de vie, j'ai une voiture qui aurait besoin d'une vidange, et je paie bien. Michael l'observa un instant, puis il hocha la tête une fois. D'accord, apportez-la demain. Elle s'éloigna, faisant semblant de ne pas se sentir soulagée, mais au fond d'elle-même, elle savait déjà que ce n'était pas la dernière fois qu'elle viendrait le voir. Le lendemain matin, le ciel était couvert de nuages gris et il faisait un froid qui vous glaçait les os. Harper se gara sur le parking au moment où Michael relevait la porte du garage cabossé, son souffle formant de petits nuages. Sa voiture tournait doucement derrière lui, le moteur ronronnant, presque arrogant dans le silence. Il se retourna lorsqu'il entendit sa porte s'ouvrir. Même veste, même regard méfiant. Elle brandit 2 gobelets en papier, comme une offre de paix. « J'ai apporté du café », dit-elle en s'avançant. Michael hésita, son regard passant des gobelets à son visage, puis revenant sur les gobelets. « Vous n'étiez pas obligé. »« Je sais, » dit-elle doucement, « mais je l'ai fait. » Il ne tendit toutefois pas la main pour en prendre un. Harper garda son sourire même lorsqu'elle baissa les gobelets. « J'ai pensé que ça pourrait te réchauffer les mains, ou ta journée, ou quelque chose comme ça. » Il secoua légèrement la tête, pas avec dédain, juste avec incertitude. « Écoutez, j'apprécie vraiment, mais je ne sais pas ce que c'est. » Elle marqua une pause. « C'est du café. »« Non, dit-il doucement, c'est plus que ça. Vous n'arrêtez pas de venir, de poser des questions, d'offrir des choses. Les gens ne font pas ça à moins de vouloir quelque chose. » Harper sentit la vérité de ces mots s'installer entre eux. Il n'était pas impoli. Il était réaliste. La vie l'avait appris à s'attendre à un piège, et peut-être qu'au fond d'elle-même, elle ne lui en voulait pas. « Je ne veux rien, dit-elle finalement. Je t'ai juste vu ce jour-là et quelque chose m'a marqué. » Michael détourna le regard, faisant semblant de vérifier une clé sur l'établi. Beaucoup de gens voient des choses, la plupart passent leur chemin. « Pas moi, dit-elle. » Il y eut un moment de silence, puis il se tourna vers elle. « Vous devriez y aller avant que votre café ne refroidisse. » Harper acquiesça, ravalant son envie d'en dire plus. Elle posa une tasse sur l'établi près de lui et se retourna pour partir. En s'éloignant, elle ne l'entendit pas la prendre, mais elle ne l'entendit pas non plus la jeter, et pour l'instant, cela lui suffisait. L'appartement était calme, à part le tic-tac d'une vieille horloge accrochée au mur et les gémissements occasionnels des tuyaux. Émilie dormait, son petit corps emmitouflé sous une pile de couvertures dépareillées, une jambe tendue comme si elle était seule sur le matelas. Michael se tenait devant la cuisinière, réchauffant une soupe en boîte qu'il ne se souvenait pas avoir achetée, l'étiquette à moitié décollée et brûlée sur les bords. Dehors, l'hiver frappait plus fort contre les fenêtres, et juste en dessous, le bruit d'une toux résonnait faiblement à travers la fine cloison sèche. Madame Patel vivait dans l'appartement du dessous, veuve, âgée de 72 ans, et trop fière pour demander de l'aide. Mais Michael avait remarqué que sa lumière clignotait toute la nuit, et sentit une légère odeur de brûlé dans le couloir. C'est pourquoi, au lieu de manger, il rangea ses outils. Le chauffage de l'appartement de Madame Patel sifflait comme un chat en colère, fonctionnait à peine et aurait dû être remplacé depuis longtemps. Elle avait insisté pour dire qu'elle avait appelé quelqu'un, mais Michael savait bien que ce n'était pas vrai. Il s'accroupit donc devant le chauffage, les doigts engourdis, pour serrer les boulons et ajuster les tuyaux, tandis qu'elle lui préparait un thé léger et lui parlait de l'amour de son défunt mari pour le jazz. « Vous êtes toujours en train de réparer quelque chose », dit-elle doucement, en l'observant depuis son fauteuil inclinable. « Mais à quand remonte la dernière fois où quelqu'un a réparé quelque chose pour toi ?» Michael ne leva pas les yeux. « Je n'ai pas besoin d'être réparé. » Madame Patel se contenta d'acquiescer lentement, comme quelqu'un qui avait cessé depuis longtemps de se disputer avec les hommes. Il lui fallut 1 heure pour remettre le chauffage en marche, puis une autre pour s'assurer qu'il resterait ainsi. Lorsqu'il se releva enfin, il avait mal au dos et les mains noires de suie, mais les bouches d'aération vibraient d'une nouvelle vie. De l'air chaud se répandit dans la pièce. Madame Patel sourit, les yeux brillants.
Il ne voulait pas prendre son argent. Il ne l'avait jamais fait. De retour à l'étage, il resta longtemps debout dans la cuisine à regarder la soupe qui refroidissait. La maison était à nouveau calme, le monde toujours lourd. Il ouvrit le frigo, y fourra le bol et s'assit à table dans le noir. Michael Turner savait réparer les voitures, les radiateurs, les clôtures, les moteurs et tout le reste. Mais quand il s'agissait de lui-même, il ne savait même pas par où commencer. Le 7e anniversaire d'Emily arriva avec un ciel gris et un vent qui faisait vibrer les vitres. Le genre de journée qui donnait envie de rester sous la couette et d'oublier le monde extérieur. Mais elle s'était levée tôt, marchant pieds nus sur le sol froid, vêtue de la même robe d'anniversaire que l'année dernière, dont les manches étaient désormais plus courtes. Michael avait fait ce qu'il pouvait. Il avait acheté un paquet de cupcakes dans un magasin à $1, ceux avec un glaçage fluo et des pépites qui craquaient sous la dent. Il avait réussi à rassembler juste assez d'argent pour acheter une seule bougie rose et une petite tiare en plastique qu'il avait trouvée en solde. Le cadeau, si on pouvait l'appeler ainsi, était un livre d'occasion au coin corné, qui racontait l'histoire mystérieuse d'un chien détective. Elle l'adorerait de toute façon. Emily aimait tout ce qui lui donnait l'impression d'être remarqué. Ils s'assirent à la petite table, celle dont les bords étaient ébréchés, et dont le pied bancal Michael avait toujours l'intention de réparer. Il alluma la bougie avec précaution, protégeant la flamme du courant d'air, et sourit à sa fille de toutes ses forces. « Fais un vœu, petite fêtée. » Emily ferma les yeux, les joues gonflées, et souffla. La bougie vacilla, trembla, puis resta allumée. Elle cligna des yeux, surprise. Michael se pencha et l'éteignit avec ses doigts, essayant de cacher le tremblement de sa main. « Voilà, » dit-il d'une voix trop enjouée. « Ça a marché. » Elle gloussa et applaudit, même si une trace de confusion persistait dans ses yeux. Elle ne demanda pas ce qu'il espérait qu'elle ne remarque pas. Ils se partagèrent les cupcakes, un pour chacun, le glaçage tachant leurs doigts. Michael chanta la chanson d'anniversaire faux, sa voix se brisant à mi-chemin. Mais Emily ne sembla pas s'en soucier. Elle portait fièrement sa tiare, souriant comme une reine dans un château en ruine. Ce soir-là, alors qu'elle se blottissait contre lui, son nouveau livre à la main, elle murmura « C'était le meilleur anniversaire de ma vie ». Michael embrassa son front, la serra un peu plus fort dans ses bras et fixa le plafond, la culpabilité lui serrant doucement la poitrine. Il voulait la croire. Il en avait besoin, mais au fond de lui, il savait qu'elle méritait des ballons et bien plus encore. Michael balayait les marches de l'entrée avec un balai usé lorsqu'il vit la voiture s'arrêter, élégante, noire, manifestement déplacée dans leur quartier. Il cligna des yeux une fois, 2 fois, pensant qu'il avait peut-être imaginé cette vision. Mais non, c'était bien elle, Harper. Elle sortit du côté conducteur, une grande boîte sous un bras et un sac suspendu à l'autre. Pas d'assistant, pas d'entourage, juste Harper Bennett debout devant son immeuble comme si elle était chez elle. Michael s'essuya les mains sur son jean, le cœur serré. Il ne l'avait pas revue depuis l'incident du café. Il ne s'y attendait pas. Et maintenant, elle était là, vêtue d'un jean et de bottes, ressemblant presque à n'importe quel autre voisin, presque. « Je ne m'attendais pas à avoir de visiteurs », dit-il en venant à sa rencontre. « Je n'ai pas demandé », répondit-elle sans arrogance, juste avec honnêteté. « J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire d'Emily. » Il haussa les sourcils. « Comment ? J'ai peut-être demandé à quelqu'un au garage. » Avant qu'il n'ait le temps de répondre, la porte derrière lui s'ouvrit en grinçant et la voix d'Emily retentit. « Papa, qui est-ce » Harper sourit et s'accroupit, posant la boîte et le sac à ses pieds. « Salut Emily, je m'appelle Harper, je t'ai apporté quelque chose. » Emily accourut en chaussettes dépareillées, les yeux écarquillés lorsqu'elle aperçut la boîte. « C'est pour moi ? Tout est pour toi, » dit Harper. « Il y a un gâteau, une paire de bottes, parce que j'ai vu que les tiennes avaient des trous, et... » Elle ouvrit la longue boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un petit télescope, noir et argenté, qui brillait même dans la lumière voilée. Emily eut le souffle coupé, comme si c'était le matin de Noël. Un télescope. J'en ai toujours voulu un. Michael resta figé, ne sachant pas s'il devait parler ou simplement laisser passer le moment. Emily se jeta sans hésiter dans les bras de Harper. « Merci, merci, c'est le plus beau anniversaire de ma vie. » Harper regarda Michael par-dessus la tête d'Emily, les yeux doux. «
Je ne voulais pas dépasser les bornes. Il secoua lentement la tête, la voix à peine audible. Tu n'as pas dépassé les bornes. Alors qu'Emily tournoyait sur le trottoir dans ses nouvelles bottes, le télescope serré contre sa poitrine, Harper recula. Je vais y aller, dit-elle. Je voulais juste qu'elle ait un souvenir. Michael la regarda se diriger vers la voiture, la gorge serrée par l'émotion. Elle en aura un, dit-il. Tu lui en as offert un que je n'aurais pas pu lui offrir. L'appartement sentait l'ail et la sauce tomate. Un effort ambitieux de la part de Michael, étant donné qu'il avait utilisé uniquement des conserves et une demi-boîte de pâtes qu'Emily avait choisie pour les étoiles sur l'emballage. Mais cela n'avait pas d'importance. Emily tournait ses spaghettis comme si c'était un repas gastronomique, et Harper était assise à leur table branlante sans se plaindre, son manteau en tissu soigneusement drapé sur le dossier de la chaise. Ils utilisaient des assiettes en carton parce que c'était plus facile. Ils buvaient l'eau du robinet dans des tasses dépareillées parce que c'était tout ce qu'ils avaient. Mais il y avait de la chaleur dans la pièce, une chaleur qui n'avait pas été là depuis longtemps. Michael l'a remarqué, Harper aussi. Aucun des deux n'en a parlé, c'est Emily qui a le plus parlé, sa voix rebondissant tandis qu'elle décrivait en détail le télescope qu'elle avait reçu pour son anniversaire. Je vais trouver Jupiter ou peut-être une nouvelle étoile. Si je trouve une nouvelle étoile, je pourrais lui donner le nom de papa. Michael a ri doucement en se frottant la nuque. Si tu trouves une étoile, tu pourras lui donner le nom que tu veux. Harper sourit, écoutant sans l'interrompre. Elle ne pensait pas rester, elle voulait juste déposer les cadeaux et partir. Mais quand Michael lui a demandé si elle voulait rester pour dîner après qu'Emily l'ait supplié, elle s'est surprise à dire oui. Maintenant, tandis qu'Emily jouait avec la boîte de son télescope sur le sol, Harper était assise en face de Michael, en roulant des pattes autour de sa fourchette et attendant. « Tu n'étais pas obligé de venir », a-t-il fini par dire d'une voix basse. « Je sais, je ne savais pas comment te remercier. Tu viens de le faire. » Il baissa les yeux vers son assiette et s'éclaircit la gorge. Les choses ont été difficiles. Elle attendit, lui laissant de l'espace. Ma femme, la mère d'Emily, est décédée il y a 4 ans. Depuis, nous sommes seuls. La fourchette de Harper s'arrêta en plein mouvement. Je suis désolé. Il hocha la tête. Moi aussi. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger ronronnement du frigo et des rires étouffés d'Emily dans l'autre pièce. « Tu fais du bon boulot », finit par dire Harper. Michael leva les yeux, surpris par l'impact que ces 5 mots eurent sur lui. Il hocha la tête, pris au dépourvu par l'émotion, et tout à coup, quelque chose changea. Rien de grand, rien de bruyant, juste une petite ouverture entre 2 personnes qui n'avaient aucune raison de se faire confiance, mais toutes les raisons d'essayer. Le lendemain matin, le soleil se leva à contre-cœur, projetant une lumière pâle à travers la fenêtre de l'appartement de Michael. Il était déjà debout, les manches retroussées, la vaisselle de la veille séchant sur un torchon près de l'évier. L'odeur du café, fort, bon marché, fiable, emplissait la cuisine. Harper est arrivé juste après 8 heures, frappant légèrement avant d'entrer avec un sourire hésitant et un sac de bagels frais. « Une offre de paix », a-t-elle dit. Michael lui a lancé un regard curieux. « Tu ne me sembles pas être quelqu'un qui mange des glucides. »« Je fais des exceptions », a-t-elle répondu en entrant. « Surtout quand il s'agit d'une proposition. » Il a haussé un sourcil. « J'ai réfléchi », continua-t-elle en posant le sac sur le comptoir. « J'ai une propriété, une maison d'hôte, en fait. Elle est vieille et tombe en ruine. J'ai besoin de quelqu'un avec tes compétences. Des réparations, des petits travaux. C'est juste temporaire. Je te paierai correctement. » Michael s'appuya contre l'évier, les bras croisés. « Donc, c'est une offre d'emploi, c'est un moyen de gagner du temps, » dit-elle d'une voix calme, sans condition. Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda derrière elle, vers le salon, où les nouvelles bottes d'Emily étaient parfaitement alignées près de la porte et où la boîte de son télescope était toujours fièrement exposée. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il finalement. Harper haussa les épaules. « Parce que tu es compétent, que tu élèves une enfant incroyable et parce que c'est quelque chose que je peux faire. » Il baissa les yeux, la mâchoire serrée. « Je ne suis pas un projet, Harper. »
Son expression ne changea pas. « Je n'ai jamais dit que tu l'étais. D'autres ont déjà essayé de me changer. En général, ils finissaient par se rendre compte que je ne correspondais pas au modèle qu'ils avaient en tête. Je n'ai pas de modèle, dit-elle doucement. J'ai juste une maison d'hôte en mauvais état et un peu de foi en quelqu'un qui mérite mieux. » Le silence s'installa entre eux comme la poussière dans la lumière du matin. Michael expira lentement et délibérément. « J'y réfléchirai. » Harper sourit. « C'est tout ce que je demandais. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il lui lança. « Vous avez vraiment acheté des bagels ?» Elle lui en lança un par-dessus son épaule sans se retourner. Un bagel tout garni pour un gars qui peut apparemment tout réparer, sauf sa propre fierté. Dehors, le vent hurlait, comme s'il essayait de se frayer un chemin à travers les murs de briques. La neige soufflait latéralement, s'accumulant rapidement contre les fenêtres qui vibraient à chaque rafale glaciale. À l'intérieur de l'appartement, il faisait froid. Pas le genre de froid contre lequel on se protège avec une couverture supplémentaire, mais celui qui s'insinue sous la peau et s'y installe. Michael se tenait devant le radiateur mural, actionnant l'interrupteur dans un sens puis dans l'autre, comme si cela pouvait lui rappeler comment fonctionner. Rien, juste un sifflement faible et crépitant, et une légère odeur de poussière brûlée. Il ouvrit le panneau, secoua les fils, marmonna quelque chose entre ses dents, mais la vieille machine était fichue. Elle avait passé l'hiver en boitant sur la réserve, et ce soir, elle avait finalement rendu l'âme. Émilie dormait sur le canapé sous 3 couvertures, le nez dépassant, la respiration superficielle. Ses joues étaient pâles, trop pâles. Une légère toux s'échappa de ses lèvres, suivie d'une autre. Michael ressentit un frisson plus profond que le froid. Il s'accroupit à côté d'elle et lui caressa le front. Elle était chaude, mais pas dans le bon sens du terme. Il regarda à nouveau le radiateur, puis la fenêtre où les flocons de neige tourbillonnaient comme de l'électricité statique. Dehors, tout était blanc, impassible. À l'intérieur, tout était silencieux, à part sa toux. Son téléphone était posé sur le comptoir, l'écran éteint. Un seul nom figurait en haut de la liste des appels récents. Harper. Il le fixa, jurant entre ses dents. Il ne voulait pas l'appeler, ne voulait pas demander de l'aide, mais Émilie toussa à nouveau, un son sec et rauque qui lui serra la poitrine. Michael prit le téléphone, son pouce hésita, puis il toucha l'écran. Ça sonna 1 fois, 2 fois. « Allô ?» Sa voix, aiguë de surprise, mais empreinte d'inquiétude. « C'est moi », dit-il d'une voix basse. « Je ne te le demanderai pas si je n'y étais pas obligé. Que s'est-il passé? Le chauffage est en panne et la tempête ne fait qu'empirer. Émilie ne se sent pas bien. Je ne sais pas quoi faire d'autre. » Elle n'hésita pas. « Fais tes valises, je suis déjà en route. » Michael ferma les yeux un instant. La fierté avait un goût amer, mais la sécurité de sa fille passait avant son ego. Il se tourna vers Émilie, la serra plus fort contre lui et murmura « Les secours arrivent, ma chérie, accroche-toi. » L'allée crissait sous les pneus du SUV de Harper alors qu'elle s'approchait de la maison principale, ses phares perçant la neige tourbillonnante. Elle sauta hors du véhicule avant même que le moteur ne s'arrête de vrombir, son manteau flottant derrière elle, ses bottes s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans la poudreuse. Le vent lui fouettait le visage, mais elle s'en fichait. Lorsqu'elle arriva à la maison d'hôte, dont la lumière du porche brillait faiblement à travers la tempête, Michael était déjà là. Émilie était blottie dans ses bras sous 3 couches de couverture. Harper ouvrit la porte avant qu'il n'ait le temps de frapper. Pas d'hésitation, pas de questions, juste un espace qui les attendait. « Entrez », dit-elle, « il fait chaud. » Michael entra, en prenant soin de ne pas bousculer Émilie, qui remua légèrement en sentant le changement de température. La maison d'amis n'était pas extravagante. Une pièce principale, une petite cuisine et une chambre en mezzanine. Mais elle était chauffée. Un vrai chauffage, celui qui fait fondre le bout des doigts et dissipe la buée. Un feu crépitait dans l'ancienne cheminée en briques, projetant des ombres vacillantes sur les murs lambrissés. Michael installa Émilie sur le canapé le plus proche des flammes. Elle s'étira légèrement et murmura « C'est l'endroit le plus chaud qui soit » avant de se rendormir. Harper sourit doucement et se dirigea vers la cuisine, versant de l'eau chaude dans une tasse ébréchée. De la camomille, au cas où elle se réveille. Michael acquiesça, les yeux rivés sur sa fille. « Elle va bien ?» demanda Harper. Il acquiesça à nouveau. « Elle ira bien. » Le silence entre eux n'était pas gênant cette fois-ci. Il était plein, dense, rempli de tout ce qu'il voulait dire.
mais ne savait pas comment. Merci semblait trop insignifiant. Alors, il resta là, à regarder le feu, les mains encore tremblantes à cause du froid et d'autres choses qu'il ne pouvait nommer. Harper s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Cet endroit avait besoin de vie. Il était juste là, à attendre une raison d'exister. Michael la regarda, la voix calme. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, je sais. » Il s'assit à côté d'Emily, ajusta sa couverture et fixa les flammes pendant un long moment. Et même si la tempête continuait de hurler dehors, la pièce était envahie d'une chaleur plus profonde que celle du feu. Il ne dit pas merci. Il n'avait pas besoin de le faire. La neige s'était adoucie jusqu'à devenir un murmure lorsque Harper sortit. La tempête s'apaisait, les étoiles apparaissaient à travers les nuages qui s'éclaircissaient, telles de minuscules lumières rebelles. Elle se tenait sous le porche de la maison d'hôte, enveloppée dans une couverture épaisse, une tasse de thé à la main, la vapeur s'élevant vers le ciel nocturne. Michael la rejoignit quelques minutes plus tard, la porte se refermant doucement derrière lui. Il ne dit rien au début, se contentant de s'appuyer contre la balustrade à côté d'elle, les bras croisés, les yeux fixés sur l'horizon où les lumières de la ville clignotaient faiblement à travers la blancheur. « Emily dort, dit-il. » Harper hocha la tête. « Elle est forte, comme son père. » Michael ne sourit pas, mais il ne le nia pas non plus. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Puis Harper prit la parole. « T'as déjà eu l'impression d'être né dans la mauvaise histoire ?» Il la regarda, les sourcils légèrement haussés. « Mon nom de famille, continua-t-elle, s'accompagne d'attente. Bennett signifie raffiné, puissant, stratégique, le visage sur chaque rapport trimestriel. Mon père s'en est assuré, Richard aussi. Et pendant un certain temps, j'ai joué le jeu. Des notes parfaites, une université prestigieuse, des blazers élégants, des réunions avec des gens qui me souriaient, comme s'ils attendaient que je trébuche. » Michael ne l'interrompit pas. Il se contenta d'écouter. J'avais 19 ans quand j'ai réalisé que je ne vivais pas ma vie. Je la répétais. Tout était calculé. Chaque amitié était politique. Chaque erreur était un scandale en puissance. J'ai donc construit des murs. Je suis devenu très doué pour tenir les gens à distance, au point de ne plus savoir comment laisser quelqu'un entrer. Elle fit une pause, les yeux fixés sur les étoiles. Je n'ai pas quitté l'entreprise familiale. Pas vraiment. Mais j'ai quitté la partie qui nécessitait leur approbation. C'est là que j'ai commencé à investir dans des choses plus modestes, locales, des endroits dont personne ne se souciait. Ça semblait réel. Michael la regarda alors. Il l'a vraiment regardée. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », a-t-il dit. Harper a souri. Le genre de sourire qui est à la fois fatigué et libre. La plupart des gens s'attendent à un gros titre, pas à un être humain. Il a hoché la tête. « Eh bien, cet être humain a sauvé ma fille ce soir. Ça compte. » Elle a croisé son regard, et dans l'espace entre leur silence, quelque chose d'honnête a traversé le froid. Pas de la pitié, pas de comédie, juste de la compréhension. Au début, c'était juste un moyen d'occuper ses mains. Un matin, une promenade tranquille autour de la propriété a conduit Michael sur un petit chemin derrière le domaine de Harper, où des vignes couvertes de givre s'accrochaient aux ossements rouillés d'une structure oubliée. Un vieux garage, abandonné depuis longtemps, les fenêtres fissurées, les portes affaissées. Le genre d'endroit que la plupart des gens auraient ignoré sans y jeter un second regard. Mais pas Michael. Il est resté longtemps devant. Le rire d'Emily flottait faiblement depuis la maison d'hôte derrière lui, le vent transportant l'odeur de pain humide et de terre. Le garage avait l'air fatigué, usé, encore debout, mais à peine. Il connaissait ce sentiment. Le lendemain, il est revenu avec un balai et un pied de biche. Pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, pas pour l'argent, juste parce qu'il avait besoin de faire quelque chose qui ne se terminait pas par la survie, mais par la création. De la poussière s'échappa en vagues lorsqu'il ouvrit les portes. L'intérieur était sombre et silencieux, à l'exception du léger craquement du vieux bois qui se tassait. Il balaya jusqu'à en avoir mal au bras, souleva les planches pourries, ramassa tous les clous rouillés dans un seau, comme s'il voulait sauver leurs histoires. Petit à petit, il redonna vie à cet endroit. Harper le trouva là 2 jours plus tard, les manches retroussées, le front couvert de sueur malgré le froid. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, le regardant penser une établie éclatée. « Tu répares toujours des choses qui ne t'appartiennent pas, dit-elle.
Michael ne leva pas les yeux. Seulement quand elle mérite mieux. Elle entra, ses bottes craquant sur la vieille sûre. Je ne savais même pas que cet endroit existait encore. Il a une âme, dit-il en regardant autour de lui. Il pourrait redevenir quelque chose. Harper acquiesça. Alors laisse-le. À partir de ce jour, il revint chaque matin. Emily l'aida à accrocher des guirlandes lumineuses aux poutres et à empiler le bois récupéré le long des murs. Il ne s'agissait pas de monter une entreprise. Pas encore. Il s'agissait de retrouver un rythme, un bruit qu'il pouvait contrôler, des clous qui tenaient. Le garage ne contenait pas seulement des outils. Il contenait la paix, un coin tranquille du monde où Michael pouvait être autre chose que fatigué, quelque chose de plus proche de la plénitude. Harper était assise sous le porche de la maison d'amis, une tasse de chocolat chaud refroidie entre les mains, observant Michael à travers la fenêtre du vieux garage. Il était en chemise malgré le froid persistant. Les manches retroussées, il fredonnait tout en ponçant un meuble que quelqu'un d'autre aurait jeté. Ses mouvements étaient réguliers, concentrés, comme si le monde ralentissait pour lui lorsqu'il travaillait. Cela faisait plusieurs jours qu'il avait commencé à réaménager cet espace. Et chaque matin, il se présentait avant le lever du soleil, non pas pour être payé ou reconnu, mais simplement parce que cela lui donnait quelque chose à construire, quelque chose qui ne demandait rien d'autre en retour que de l'attention. Elle admirait cela, le respectait. Mais ce n'était pas ce qui faisait battre son cœur à tout rompre dans un territoire inconnu. C'était la façon dont il la regardait, pas comme une bénette, pas comme un atout pour la salle de réunion, pas comme un chéquier sur pattes. Il la regardait comme si elle était humaine, comme si ses histoires avaient de l'importance, comme si ses silences n'avaient pas besoin d'être comblés. Elle avait passé la majeure partie de sa vie enveloppée dans un vernis, une armure faite de vêtements de marque et d'expressions contrôlées. Mais quand Michael lui parlait, c'était comme s'il voyait à travers tout ça et qu'il ne bronchait pas, qu'il ne s'éloignait pas, et ça la terrifiait. Elle n'avait pas l'habitude d'être vue sans ses couches protectrices. La vulnérabilité avait toujours été quelque chose à gérer, jamais à accepter. Mais ici, dans ce coin enneigé perdu au milieu de nulle part, elle se débarrassait peu à peu de toutes les versions d'elle-même qu'elle avait l'habitude de jouer. Et c'était la faute de Michael. Ou peut-être était-ce son don, la façon dont il parlait à Emily comme si elle était la personne la plus importante de la planète. La façon dont il ne se vantait jamais, ne prenait jamais de pause. La façon dont il riait sans se soucier du regard des autres. Il ne s'intéressait pas à son nom de famille. Il ne lui avait jamais posé de questions sur son entreprise, son portefeuille, son statut. Il se souciait plus de réparer une charnière cassée que de gravir les échelons sociaux. Et quelque part, entre les dîners partagés et la sciure de bois, Harper a réalisé qu'elle était en train de tomber amoureuse. Pas d'un fantasme, pas d'un héros, mais de cet homme discret qui voyait clair dans tout et qui restait. L'appel est arrivé un mardi après-midi, juste au moment où Michael serrait le dernier boulon d'un moteur remis à neuf dans le garage. Son téléphone a vibré sur l'établi, l'écran s'est allumé avec un numéro qu'il ne connaissait pas. Il a failli l'ignorer. La plupart des bonnes nouvelles ne venaient pas d'appels inconnus, mais quelque chose lui a dit de décrocher. « Michael Turner », a demandé la voix. Claire et pro. « Oui, qui est à l'appareil ? Je suis Carl Henderson, du groupe Oakidge Automotive. Votre nom m'a été transmis par un ami d'un client. Nous avons vu votre travail. Impressionnant. Nous avons un poste vacant dans notre magasin phare à Springfield. À temps plein, bon salaire, avantages sociaux. Il est à vous si vous le voulez. » Michael cligna des yeux, la clé soudainement lourde dans sa main. « Vous m'offrez un emploi ?» demanda-t-il prudemment. « On vous offre un avenir », répondit l'homme en riant. « Il n'y a pas beaucoup de mécaniciens avec votre réputation dans la région. C'est un endroit stable, les gens sont sympas, et ça donnera aussi une certaine stabilité à votre fille. » Michael regarda à travers le garage où les dessins d'Emily étaient collés sur les murs fraîchement repeints. Des étoiles, des cœurs et une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Daddy's Fix-It Palace », le palais des réparations de papa. Dehors, la cheminée de la maison d'amis crachait une fumée régulière dans le ciel hivernal. Ce n'était plus juste un atelier, c'était quelque chose de plus profond, de plus réel. Mais Springfield, c'était un salaire à plein temps, une couverture médicale, une bonne école pour Emily, le chauffage qui marchait toute l'année, une stabilité qu'il n'avait pas connue depuis que tout s'était écroulé. Quand avez-vous besoin d'une réponse ?
demanda Michael. D'ici la fin de la semaine, nous pouvons organiser une visite si vous le souhaitez, mais honnêtement, nous sommes prêts à aller de l'avant si vous l'êtes. Après avoir raccroché, il s'assit au milieu du garage sur une caisse renversée, le téléphone encore chaud dans la paume de sa main. C'était ce qu'il espérait, n'est-ce pas? Une bouée de sauvetage, une issue. Mais il ne ressentait pas de soulagement. Il avait l'impression de devoir choisir entre la sécurité et quelque chose de plus difficile à définir. Une petite vie tranquille qui commençait à lui sembler familière. Il fixait l'établi, sur lequel reposait encore la tasse de café de Harper depuis le matin. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi dire. L'appartement était calme ce soir-là. Le genre de calme qui s'installe après une longue journée passée à retenir ses émotions. Michael se tenait dans la cuisine en rinçant la vaisselle, le bourdonnement du robinet masquant le poids qu'il avait dans la poitrine. L'offre d'emploi l'avait accompagné toute la journée comme un poids dans sa poche. Il n'en avait pas parlé à Emily. Pas vraiment, mais il avait été au téléphone plus tôt pour discuter des chiffres, des délais, poser des questions sur les écoles et le logement. Il pensait qu'elle jouait dans sa chambre, mais alors qu'il s'essuyait les mains avec une serviette et se retournait, elle était là, debout pieds nus au bout du couloir, les cheveux en bataille, son lapin serré dans un bras. « Salut ma puce !» dit-il doucement. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Elle secoua la tête, s'avançant dans la lumière. « Je t'ai entendu parler. » Michael s'accroupit, la culpabilité déjà perceptible dans sa voix. « À propos du boulot ?» Elle acquiesça. « Tu as dit qu'on allait peut-être déménager. » Il hésita. « Je parlais juste. Rien n'est décidé. » Émilie mordit sa lèvre inférieure comme elle le faisait quand elle était nerveuse. « Si on part, on laissera Harper derrière nous ?» La question le frappa plus durement qu'il ne s'y attendait. Il essaya de trouver une réponse douce, mais tout ce qu'il parvint à dire fut « peut-être ». Émilie baissa les yeux vers son lapin. « Mais Harper est notre amie. Elle m'a donné des bottes. Elle nous a réchauffés quand il y avait de l'orage. Elle te dit des choses gentilles, même quand tu n'y crois pas. » Michael déglutit, la gorge serrée. « Je sais. Est-ce qu'elle se sentira seule si on part ?» Il voulait lui dire que non, que les adultes étaient forts, que les gens comme Harper ne se sentaient pas seuls, mais il ne pouvait pas mentir. « Elle pourrait se sentir seule, » dit-il doucement. Émilie s'avança et lui prit la main. « Alors peut-être qu'on devrait rester. Tu dis toujours qu'on ne quitte pas les gens qui nous aident. » Michael la serra dans ses bras, la tenant près de lui, les yeux piqués. Elle avait 7 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, elle savait toujours des choses qu'il essayait encore de comprendre. Et cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait sur ses genoux, sa respiration lente et régulière, il resta assis à regarder par la fenêtre la lumière de la maison d'hôte qui brillait encore au loin, se demandant ce que ça voulait dire de choisir quelque chose qui n'était pas seulement sûr, mais juste. Le matin était calme, le genre de calme qui suit une nuit agitée. Michael entra dans le garage juste après le lever du soleil. L'air était vif, le sol recouvert d'une fine couche de neige fraîche. Les lumières qu'Emily et lui avaient accrochées le long des poutres s'allumèrent lorsqu'il actionna l'interrupteur, projetant une douce lueur ambrée sur cet espace qui était peu à peu devenu plus que de simples murs et des outils. C'était devenu un endroit où respirer. Il se frotta les mains, prêt à commencer à réparer le mur du fond, mais quelque chose avait changé. Au centre de l'établi se trouvait une boîte qu'il n'avait pas laissée là. Une boîte à outils en acajou foncé, polie et lisse, avec des coins en laiton et un poids qui en disait long sur son intention. Il s'en approcha lentement, ses bottes craquant sur les copeaux de bois épars, le cœur commençant à battre avec cette prudence qu'il avait quand le monde lui offrait quelque chose de trop beau pour être vrai. Il passa ses doigts sur le couvercle avant de remarquer la gravure brûlée sur le dessus. Pour l'homme qui réparait ce que les autres jetaient, sa main se figea. Ces mots le touchèrent plus profondément que n'importe quel compliment, car il le voyait non seulement comme un mécanicien, mais aussi comme l'homme qu'il était. Celui qui avait reconstruit sa vie à partir de bricoles et de ténacité. Celui qui refusait d'abandonner les objets cassés, même lorsque cela aurait été plus facile. À l'intérieur, tous les outils brillaient, neufs, professionnels, choisis avec soin. Un ensemble complet, des clés, des cliquets, des tournevis avec des manches en bois. Il y avait même une petite étiquette argentée glissée dans un coin sur laquelle était simplement écrit « Construis ce qui compte ». Il savait qu'il l'avait laissé. L'écriture de Harper était sur l'étiquette. Son silence était dans ce geste. Il n'avait pas besoin de l'appeler. Il n'avait pas besoin de demander pourquoi. Le cadeau disait tout. Michael resta là longtemps, les mains posées sur la boîte, quelque chose de lourd et de reconnaissant gonflant sa poitrine. Ce n'était pas à propos des outils,
c'était le fait d'être vu et de ne pas être abandonné. Et pour la première fois depuis des années, il laissa la chaleur l'envahir sans essayer de l'expliquer. La neige tombait doucement, recouvrant les bois derrière le domaine d'un manteau blanc. L'air sentait bon le pin et le ciel, et leurs pas crissaient légèrement sur le sentier étroit qui serpentait le long du ruisseau gelé. Michael marchait à côté de Harper, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, leur souffle embuant l'air entre eux. Emily était restée à la maison d'hôte, levée avec un livre et une tasse de chocolat chaud. Elle les avait pratiquement poussés dehors avec un sourire malicieux, insistant pour qu'ils aillent prendre l'air ensemble. Michael n'avait pas discuté. Maintenant, dans le silence de la forêt, ils étaient seuls. Pas d'outils, pas d'attente, juste le froid et la vérité qui s'étaient accumulés entre eux comme une pression derrière une vitre. « Je dois te dire quelque chose », dit soudain Harper, la voix tendue par la nervosité. Michael s'arrêta et se tourna vers elle. « D'accord. » Elle hésita, balayant la neige de la manche de son manteau comme si ça pouvait l'aider à trouver les mots. « Je savais qui tu étais ce jour-là au garage, le jour où tu as été viré. J'étais déjà là, en train de regarder. » Michael ne dit rien. Son expression ne changea pas, il attendait simplement. « J'avais déjà entendu ton nom, » continua-t-elle. « Pas Richard. Il disait que tu n'étais pas fiable. Il disait que tu traînais toujours ton enfant avec toi, que tu avais toujours des excuses. Il te faisait passer pour un fardeau. » Michael serra les mâchoires, mais ne dit toujours rien. « Je ne le croyais pas, » dit-elle d'une voix plus douce. « Mais je ne suis pas intervenue non plus. Je me suis contentée de regarder. Et quand je t'ai vu sortir avec Emily, quand j'ai vu que tu ne discutais pas et que tu ne suppliais pas, j'ai su qu'il avait tort. Je savais que tu étais différent, et j'aurais dû te le dire plus tôt. » Le silence qui suivit était lourd d'hiver et de peur. « Je ne t'ai pas aidé à régler quoi que ce soit, » dit Harper. « Je t'ai aidé parce que j'ai vu quelqu'un qui méritait d'être soutenu. Je ne savais juste pas comment te le dire. » Michael prit une inspiration, puis une autre. Il ne s'éloigna pas. Au lieu de ça, il tendit la main et effleura ses cheveux d'un geste délicat pour enlever un flocon de neige. « Tu m'as vu, » dit-il simplement. « C'est plus que ce que la plupart des gens ont fait. » Harper leva les yeux vers lui, les yeux brillants, les lèvres entr'ouvertes pour répondre, mais elle ne put parler. Elle n'en avait pas besoin, car il se pencha vers elle. Pas rapidement, pas soudainement, juste assez près pour que le froid disparaisse, et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentit seul. L'appel revint le lendemain matin. Même numéro, même sonnerie. La voix de Carl Henderson résonna dans le combiné avec une assurance raffinée, comme une opportunité vêtue d'un costume. « On aimerait toujours t'avoir, Michael. Tu dirigerais ta propre équipe, ta propre entreprise. Tu aurais un van, des avantages sociaux, une aide à la relocalisation. Tu commencerais lundi si tu disais « oui aujourd'hui ». Michael se tenait juste à l'extérieur du garage, la neige fondant sur les épaules de sa veste, le soleil d'hiver se glissant au-dessus de la crête derrière la maison. Il regarda à travers la porte ouverte où Emily colorait sur le vieil établi, son télescope appuyé contre le mur à côté d'elle. Une couronne en papier de son anniversaire reposait sur sa tête, inclinée et fière. Et Harper. Harper était à l'intérieur de la maison d'hôte, probablement en train de siroter sa deuxième tasse de thé, le feu crépitant derrière elle. Elle ne lui avait pas demandé de rester, pas une seule fois, mais elle lui avait offert tout le reste, une chambre, sa confiance, sa chaleur et cette chose stable et tranquille que les gens ne donnent que lorsqu'ils croient en vous. Michael se détourna de la vue et remit le téléphone à son oreille. « C'est une offre formidable, » dit-il prudemment. « La meilleure que tu puisses trouver dans cet état, » ajouta Carl. Michael expira, non pas par incertitude, mais par clarté. « Peut-être, » dit-il. « Mais je ne suis plus le même homme que lorsque tu m'as appelé la première fois. » Carl hésita. « Tu veux dire ?» Michael sourit faiblement. « Je veux dire que ma vie ne se résume plus à survivre. J'ai quelque chose ici. Ce n'est pas à tape à l'œil. Ce n'est pas grand. Mais c'est réel. T'es sûr de ça? Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. »« Je sais, » dit Michael. « Mais les bonnes, quand elles se présentent, ne te font pas quitter les gens qui te comblent. » Carl se tut. Puis, d'un ton sec, il dit « Eh bien, bonne chance. »« Toi aussi, » répondit Michael en mettant fin à l'appel.
Il glissa le téléphone dans sa poche et retourna vers le garage. Emily leva les yeux et lui sourit. Harper sortit sur le porche, enveloppé dans une couverture, les yeux rivés sur lui. Michael ne dit pas un mot. Il se contenta de sourire. Il ne fuyait plus. Il était chez lui. Le garage sentait la sûre et les possibilités. La lumière du matin se répandait à travers les vitres fraîchement nettoyées, dansant sur le sol en béton qui ressemblait autrefois à un cimetière d'outils oubliés. À présent, l'espace bourdonnait doucement, mais suffisamment pour se sentir vivant. Michael se tenait devant l'établi et expliquait à une jeune femme comment changer les plaquettes de frein d'une vieille berline. Au début, ses mains tremblaient, hésitantes, mais il était patient, calme, tout comme quelqu'un l'avait été avec lui autrefois. Dans un coin, un père s'entraînait à souder des fils pour un circuit électrique basique, s'arrêtant toutes les quelques minutes pour vérifier que tout allait bien avec son enfant attaché dans une poussette à côté de lui. À une autre table, une adolescente était penchée sur un petit moteur, le front plissé par la concentration, tandis qu'Emily lui donnait des conseils encourageants qu'elle avait appris de son père. Ce n'était plus une entreprise, c'était quelque chose de mieux, un endroit où les gens venaient non seulement pour réparer des objets, mais aussi pour se reconstruire. Harper avait été la première à le dire à voix haute. « Tu n'as pas seulement besoin d'un atelier », lui avait-elle dit un soir au dîner, d'une voix calme, les yeux brillants de certitude. « Cette ville a besoin d'un espace où des gens comme toi peuvent offrir à des gens comme eux une véritable seconde chance. Et je veux t'aider à le construire. » Au début, Michael avait résisté. Il ne voulait pas être le projet caritatif de qui que ce soit. Mais Harper ne l'avait jamais traité comme une cause. Elle croyait en lui, lui faisait confiance, et maintenant, cette conviction était peinte sur tous les murs du garage qui avaient été oubliés. Elle a aidé à financer les outils, les établis, le matériel pédagogique. Elle l'a fait discrètement, sans fanfare. Quand les gens lui demandaient comment ça avait commencé, Michael répondait toujours la même chose. « Quelqu'un a vu quelque chose en moi avant que je me souvienne comment le voir en moi-même. » Maintenant, l'enseigne au-dessus de la porte du garage disait « Turner Trades, construisez avec courage, partagez avec grâce. » Et chaque fois que Michael entrait, il ne voyait pas un atelier de mécanique, il voyait de l'espoir. Dans chaque main ouverte, dans chaque jointure écorchée et dans chaque personne qui entrait en pensant être trop brisée pour apprendre et qui ressortait en sachant qu'elle pouvait construire. La salle de réunion des Bennett n'avait pas changé. Toujours le sol en marbre, toujours la même longue table brillante, polie à l'extrême. Toujours le même mur de verre donnant sur la ville comme s'il leur appartenait. Harper est entré avec une confiance tranquille, vêtu d'un pantalon gris ardoise et d'un chemisier bleu marine doux. Pas des vêtements de pouvoir, des vêtements de détermination. La pièce s'est tue quand elle est entrée. Son frère Richard, assis en bout de table, a cligné des yeux une fois, clairement surpris. Il s'est levé pour lisser sa cravate comme si ça avait de l'importance. Eh bien, regardez qui a décidé de se souvenir d'où elle venait. Harper n'a pas mordu à l'hameçon. Elle prit simplement la place vide au fond de la pièce et croisa les mains devant elle. « Je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit, » dit-elle calmement. « Je suis ici pour donner quelque chose. » Ça attira leur attention. Ils haussèrent les sourcils et baissèrent leurs ordinateurs portables. Richard se pencha en avant, le visage marqué par la suspicion. « De quoi parles-tu »« Mes actions, » répondit Harper. « Toutes. » La pièce devint silencieuse. « Je les donne, a-t-elle poursuivi, à un fonds fiduciaire communautaire qui investira dans le commerce local, des programmes de formation professionnelle pour les parents isolés et le développement des petites villes. » Elle a regardé Richard droit dans les yeux. « Des endroits que vous considérez tous comme non rentables. » Richard a serré les mâchoires. « C'est votre héritage, votre legs. » La voix de Harper n'a pas vacillé. « Non, c'est ta conception de l'héritage. La mienne est différente maintenant. » « Et qu'est-ce que tu construis à la place exactement ?» lança-t-il. Elle sourit lentement et avec assurance. Quelque chose qui ne se mesure pas en dividendes. Quelques membres du conseil d'administration échangèrent en des regards, ne sachant clairement pas comment réagir. L'un d'eux s'éclaircit la gorge, griffonnant nerveusement sur un bloc-notes. « Tu fais une erreur », dit Richard d'une voix plus douce, presque compatissante. « Tu renonces au pouvoir. »« Non, » dit-elle en se levant. « Je vais vers un but. » Sur ces mots, elle fit glisser les documents sur la table et partit sans un mot.
Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, Harper ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Une sensation de légèreté, de liberté, libérée d'un nom qui lui dictait autrefois qui elle devait être. Elle ne bâtissait plus une dynastie, elle bâtissait des personnes. Le salon était jonché de crayons de couleur, de paillettes et de papier cartonné. Le chaos préféré d'Emily. Elle était assise en tailleur sur le sol, le front plissé par la concentration, travaillant sur son projet scolaire. Dessine ta maison et les personnes qui y vivent. Michael observait depuis le canapé, à moitié à l'écoute des informations, à moitié perdu dans ses pensées. Les dernières semaines avaient été un mélange confus de sueur de bois et de lever de soleil, d'espoir et de travail acharné. Il n'avait même pas réalisé à quel point les choses avaient changé jusqu'à ce que le monde commence à lui sembler moins comme quelque chose à survivre et plus comme quelque chose à construire. Harper entra avec des tasses de chocolat chaud, en posa une sur la table à côté de Michael et se glissa silencieusement sur le sol à côté d'Emily. « Besoin d'aide » demanda-t-elle. « Non », répondit fièrement Emily. « J'ai presque fini. » Elle ajouta une dernière ligne avec un crayon violet, puis le brandit pour qu'il puisse le voir. 3 bonhommes allumettes, un grand avec des cheveux courts et ébouriffés et une clé à molette dans la main. Un plus petit, portant une couronne et tenant une étoile. Et le troisième, une femme aux longs cheveux bruns, les bras tendus autour d'eux deux. Au-dessus d'eux, écrit en lettres bulles asymétriques, un seul mot, maison. Michael fixa le papier, la gorge serrée, la poitrine oppressée. Il cligna des yeux une fois, puis une autre, mais la boule dans sa gorge ne bougea pas. « C'est moi !» demanda Harper doucement en montrant la femme. Emily leva les yeux vers elle comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Bien sûr. Qui d'autre cela pourrait-il être? Michael ne dit rien. Il en était incapable. Il se contenta de fixer le dessin, la main agrippée à sa tasse de chocolat chaud comme si c'était la seule chose qui le reliait à l'instant présent. Les yeux de Harper brillaient. Elle tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Emily. « C'est le plus beau dessin que l'on m'ait jamais fait », murmura-t-elle. Emily rayonna. « Parce que c'est vrai. » Michael finit par s'éclaircir la gorge, d'une voix basse. « Tu n'as même pas demandé. » Emily haussa les épaules. « Je n'avais pas besoin de le faire. » Et pour une fois, personne n'essaya de combler le silence qui suivit, car tout le monde savait que le mot « maison » ne désignait plus un lieu. Il désignait eux. La matinée était fraîche. Le ciel se teintait d'or pâle tandis que le soleil se glissait au-dessus des collines. Les voisins s'étaient rassemblés devant le garage, emmitouflés dans leurs manteaux et leurs écharpes, leur souffle formant des volutes dans l'air comme de petites prières pleines d'espoir. Emily se tenait près de l'entrée avec son appareil photo fait maison, 2 rouleaux de papier toilette collés à une boîte de céréales, commentant la scène à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. « Aujourd'hui, on écrit l'histoire », a-t-elle dit avec l'assurance que seule une gamine de 7 ans peut avoir. Michael a ajusté l'échelle une dernière fois, essuyant ses mains sur son jean. La nouvelle enseigne était posée en haut, recouverte d'une grande bâche en toile. Il a regardé Harper qui se tenait à côté de lui, une tasse de cidre fumant à la main, les yeux brillants mais calmes. « T'es sûr de toi ?» demanda-t-il doucement en désignant la pancarte d'un signe de tête. Harper leva les yeux vers lui, le regard déterminé. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » D'un signe de tête, Michael gravit le dernier échelon et tira fermement sur la corde. La bâche tomba. Des exclamations et des applaudissements épars suivirent lorsque les mots, gravés dans du bois recyclé, apparurent. Chaque lettre était peinte à la main, simple mais forte. Turner et Bennett, des métiers fondés sur le courage et soutenus par la grâce. Michael les fixa longuement, quelque chose de chaud et de profond montant dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la fierté, mais quelque chose de plus doux, comme si un poids avait été soulevé et remplacé par un but. Harper s'approcha, sa voix douce à ses côtés. « C'est toi qui as créé le courage. Je t'ai juste aidé à porter la grâce. » Il sourit. « Je n'aurais jamais pensé voir mon nom sur autre chose qu'une facture. »« Eh bien, dit-elle en lui prenant la main, tu as le droit de voir plus maintenant. » La foule commença à s'avancer,
curieuse et souriante. D'anciens clients, de nouveaux étudiants, de vieux amis. Le garage n'était plus seulement un atelier. C'était un endroit où les gens venaient pour apprendre, pour construire, pour recommencer. Et maintenant, il y avait 2 noms sur le mur. Des noms qui venaient autrefois de mondes opposés, mais qui avaient trouvé quelque chose d'inébranlable entre les deux. Pas seulement un partenariat, mais une conviction. L'odeur de l'huile de moteur et de la sciure de bois flottait encore dans le garage, alors que les derniers stagiaires de la journée rangeaient leurs outils. Michael se tenait près de l'établi, rangeant les clés à douille dans leur tiroir nouvellement étiqueté, lorsque la berline noire élégante s'arrêta devant l'entrée. La porte s'ouvrit et Charles Whitmore en sortit, vêtu d'un costume chic, d'une écharpe en soie, l'image même de l'homme d'affaires raffiné, le genre de personne qui porte son héritage comme un parfum. Harper le reconnut tout de suite. « Un vieil ami de la famille », murmura-t-elle d'un ton indéchiffrable. Whitmore entra comme s'il était chez lui, scrutant les murs, le sol, l'enseigne au-dessus de la porte. Il hocha la tête une fois, apparemment impressionné, avant de tendre la main à Michael. « Monsieur Turner, dit-il, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Michael lui serra la main, ferme, neutre. « J'ai regardé le lancement en ligne, » continua Whitmore en jetant un coup d'œil autour de lui. « Ce que vous avez accompli ici est remarquable. J'aimerais vous aider à aller plus loin. » Michael haussa un sourcil. « Plus loin comment ? Franchise, succursale, développement d'un programme complet, voire plus grand, portée nationale. On a déjà des investisseurs intéressés. » Michael jeta un coup d'œil à Harper, qui restait silencieux, le laissant parler. « J'apprécie votre offre, » dit-il lentement. « Vraiment, mais ce n'est pas un modèle commercial pour moi. » Whitmore cligna des yeux. « Je ne comprends pas ce garage. Il ne s'agit pas de portée, de profit ou de notoriété de la marque. Il s'agit de vraies personnes, des gens à qui on a dit non tellement de fois qu'ils ont oublié comment essayer à nouveau. Cet endroit leur a redonné ça. Et je ne vais pas le vendre à quelqu'un qui le voit comme une ligne dans un portefeuille. » Whitmore esquissa un sourire crispé, le genre de sourire que les gens ont quand ils ne sont pas habitués à entendre non. « Vous refusez un avenir. »« Non, » répondit Michael d'un ton ferme. « Je protège celui que nous sommes déjà en train de construire. Cela reste personnel. » Whitmore hocha la tête une fois, plus par politesse que par respect, et partit sans un mot. Alors que la voiture s'éloignait, Harper vint se placer à côté de Michael et glissa sa main dans la sienne. « Tu n'as même pas bronché, dit-elle. » Il esquissa un petit sourire. « Pourquoi l'aurais-je fait ? J'ai déjà dit oui au seul avenir qui compte. » C'était une soirée tranquille à la maison d'hôte, le genre de soirée où le ciel brillait d'une lueur lavande et où le monde semblait enfin avoir expiré. Le feu crépitait dans la cheminée, et Harper était assise en tailleur sur le tapis avec Emily, triant des pièces de puzzle et sirotant une tasse sur laquelle était écrit « Les filles du garage font mieux ». Michael était dans la cuisine, fredonnant faux tout en essuyant la vaisselle, le rythme doux de la vie domestique résonnant entre les murs qu'ils avaient appris à partager. Emily était inhabituellement silencieuse, ses yeux passant rapidement de Harper à un morceau de papier plié sur ses genoux. Elle avait été nerveuse toute la soirée, le serrant comme s'il renfermait un secret trop grand pour être gardé. Finalement, lorsque Harper tendit la main vers la boîte de puzzle, Emily se redressa, les joues rougies. « Je t'ai fait quelque chose, » dit-elle d'une voix un peu tremblante. Harper sourit en s'essuyant les mains sur son jean. « Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ?» Emily tendit la note, soigneusement pliée et attachée avec un morceau de ficelle. « Tu dois le lire à voix haute. » Harper défit le nœud et déplia soigneusement le papier, sur lequel étaient écrites de grandes lettres irrégulières au crayon violet. « Est-ce que tu pourrais rester pour toujours ?» Harper cligna des yeux. Son cœur se mit à battre de manière inattendue. Elle regarda Michael, qui se tenait immobile près de l'évier, un torchon à la main, le visage à la fois amusé et vulnérable, mais aussi empreint d'une émotion plus profonde. Emily tira sur la manche de Harper. « Tu n'es pas obligé de dire oui tout de suite, mais je pensais que tu devais savoir que tu fais déjà partie de notre famille. » Harper ouvrit la bouche, la referma, puis finit par murmurer « Oui, bien sûr. Oui. » Emily la serra dans ses bras, les faisant presque tomber toutes les deux. Des rires sincères et chaleureux remplirent la pièce. Michael posa la serviette et s'approcha, le regard doux. « Je suppose que c'est notre version d'une demande en mariage, » dit-il. Harper leva les yeux vers lui,
toujours en serrant Émilie contre elle. C'est la seule dont j'ai jamais eu besoin. La salle de classe était lumineuse et animée, remplie de bavardages et du bruit des crayons tapotant sur les bureaux. Une affiche sur le mur disait « Semaine de l'histoire familiale, d'où nous venons et qui nous a aidés à arriver ici ». Chaque élève avait une histoire, une photo, un diagramme de son arbre généalogique. Mais quand ce fut le tour d'Émilie, elle n'apporta ni PowerPoint ni album. Elle apporta une boîte à outils usée, polie et gravée d'une phrase qui était devenue sa boussole pour l'homme qui réparait ce que les autres jetaient. Elle se tenait devant la classe, plus grande maintenant, plus âgée, mais avec la même étincelle féroce dans les yeux. Elle s'est éclaircie la gorge, tenant la boîte à outils à deux mains. « Mon histoire ne commence pas par un lieu », a-t-elle dit. Elle commence par un moment. La salle s'est tue. Mon père a perdu son boulot le soir même où notre chauffage est tombé en panne. Il neigeait. On n'avait pas grand-chose à l'époque. Juste une vieille voiture, un petit appart et l'un l'autre. Je dormais quand c'est arrivé, amitouflé dans son manteau. Mais je me souviens m'être réveillé et l'avoir vu me porter dans la rue, dans le froid. Il essayait tellement de ne pas me montrer à quel point il avait peur. Elle fit une pause, souriant faiblement. Et puis quelqu'un nous a vus. Quelqu'un qui n'est pas passé sans s'arrêter. Elle s'appelait Harper. Elle a ouvert sa porte, sa maison et finalement son cœur. Une enseignante s'essuya les yeux discrètement au dernier rang. Ils ne sont pas tombés amoureux tout de suite, pas comme dans un conte de fées. Ils l'ont construit comme on construit un garage ou une vie, petit à petit. Aujourd'hui, ils gèrent un endroit où les gens viennent pour apprendre, pour réparer des choses, pour croire à nouveau en eux-mêmes. Et chaque fois que j'entre dans ce garage, je me souviens que notre avenir n'est pas venu d'une offre d'emploi. Il est venu d'un moment de gentillesse. Émilie a brandi la boîte à outils. Elle appartenait à mon père. Elle lui appartient toujours. Mais elle appartient aussi à chaque personne qui entre dans ce garage et trouve une raison d'essayer à nouveau. La classe a applaudi, et quelque part, sous le bruit des bureaux et des applaudissements, l'avenir dont elle parlait se tenait tranquillement, fier et à l'écoute, juste derrière la porte. L'enseigne à l'avant s'était un peu décolorée au fil des ans. Le bois avait été ramolli par la pluie et le temps, mais les lettres étaient toujours fières. Turner & Bennett Trades s'est construit sur la détermination soutenue par la grâce. Les touristes s'arrêtaient pour prendre des photos sous l'enseigne, curieux de découvrir ce petit garage de ville à la grande réputation. Certains venaient pour l'histoire, d'autres venaient pour la formation, d'autres encore venaient simplement pour dire qu'ils avaient vu l'endroit où l'on n'offrait pas seulement une seconde chance, mais où on l'attendait. À l'intérieur, l'air sentait l'huile de moteur, le café et la sueur chaude. Des rires résonnaient à l'arrière, où un nouveau groupe d'étudiants s'entraînait à changer des plaquettes de frein sous la direction de Michael. Émilie, désormais une jeune femme, se tenait derrière le comptoir, accueillant les nouveaux arrivants avec la même aisance et la même confiance que son père avait autrefois. Harper passait d'un poste à l'autre, un bloc-notes à la main, vérifiant les fournitures, encourageant les élèves et se souvenant de chaque nom. Les visiteurs demandaient souvent comment tout cela avait commencé. Ils montraient la vieille photo près de l'entrée, sur laquelle on voyait Michael dans une veste usée, Émilie perchée sur ses épaules et Harper à côté d'eux, les cheveux au vent et les yeux brillants. Les habitants souriaient toujours quand la question était posée. Ils regardaient vers le banc à l'extérieur, celui juste à côté des portes du garage, et disaient « Tout a commencé ici, avec un homme qui avait perdu son boulot, un enfant endormi dans ses bras, et la femme qui les a vus et qui n'est pas partie. » Certains appelaient ça de la chance, d'autres le destin. Mais ceux qui connaissaient toute l'histoire appelaient ça autrement, la grâce. Parce que dans un monde obsédé par le succès, cet endroit était construit sur quelque chose de plus discret, de plus fort. Le courage de se montrer, la décence de se soucier des autres, le pouvoir d'un seul instant pour tout réécrire. Et alors que le garage bourdonnait de vie et d'espoir, et du bruit des choses en train d'être réparées, pas seulement des machines, mais aussi des gens, il se dressait comme un monument discret à l'endroit où tout avait commencé. Pas dans la richesse, ni dans le pouvoir, mais dans une tempête de neige au bord de la route, quand quelqu'un a choisi d'aider sans savoir que ça allait changer à jamais la vie de ces 3 personnes.